suis super content d'être là et de parler de ce sujet parce que, évidemment, c'est un sujet quand même plutôt cool, un sujet plutôt léger, l'exit de nos startups. Mais on a voulu prendre un prisme un peu différent pour cette table ronde. On parle souvent des problèmes ou de l'opérationnalité, on va dire, de l'exit. On parle rarement des bouleversements que ça engendre. Donc autour de la table, on a différents prismes et puis on a des différentes étapes de ces acquisitions qu'on a eues. Je voulais qu'on appuie sur les valeurs que ça bouleverse. Les valeurs pour nos patients, les patients qui étaient au centre très souvent de nos startups health tech, nos valeurs personnelles aussi, et les valeurs pour l'écosystème de santé. On a fédéré des équipes autour de nos projets. Elles nous ont rejoints autour de ces valeurs propres. Comment on fait pour, au moment de l'exit, le faire correctement pour nous-mêmes, pour nos équipes, pour nos patients et pour l'écosystème. Alors autour de la table aujourd'hui, j'ai Michael, Odile et Christian. Je vais vous laisser vous présenter rapidement et puis après on passera à quelques questions. Bonjour à tous, Michael, je suis partenaire chez 50 Partners Santé. Je suis le fondateur et ex-CEO de Carenity, qui est une communauté de patients en ligne dédiée à la recherche médicale, environ 1,5 million de patients inscrits sur la plateforme, qui sont mobilisés pour participer à des études observationnelles avec un modèle de CRO digital, dont les clients sont essentiellement les Big Pharma. Société que j'ai créée en 2011 et que j'ai eu la chance de pouvoir amener jusqu'à une croissance forte, un déploiement aux États-Unis et en Europe, et un exit donc en 2020, sujet sur lequel je reviendrai. Donc, bonjour aussi, je suis Odile Allard, PDG, cofondateur de Fluoptics, qui est une société qui a développé un nouveau système d'imagerie pour l'aide à la chirurgie en temps réel, au bloc, par le chirurgien. Créé en 2009, développé gentiment, pour ma part jusqu'en 2022, que j'ai cédé à un grand groupe international. Et je suis sorti depuis. Christian. Bonjour, Christian Louche, CEO et cofondateur de Glimmer, qui est une société qui développe une plateforme... c'est trop loin, ça. Une plateforme d'intelligence artificielle en imagerie médicale qui a été créée fin 2017. Qui a connu un succès plutôt rapide. On était 140 jusqu'à il y a 2 mois, parce qu'on vient de céder la compagnie à un gros groupe d'imagerie de radiologie américaine, et qui développait donc des solutions d'aide au diagnostic, d'aide à la productivité pour les radiologues sur tout un tas d'indications. Voilà, et je reviendrai sur l'exit plus tard, c'est ça, j'ai l'impression que c'est le... Oui, tout récent, donc pour ton cas, et ça va être une très très bonne photographie aussi, à mon avis, de l'instant, de ce que tu dois vivre actuellement, et on y reviendra. Pour ma part, donc, je suis Thibaut Mouflemilo, j'ai cofondé une start-up dans le medtech, Pulse Audition, qui a été acquis par un industriel, Essilor-Luxottica, que j'ai rejoint depuis. Je travaille maintenant désormais à Milan, chez eux. Je vais commencer par toi, Michael, justement parce que Carenity, quand même, le patient était vraiment au centre de ta société, c'était vraiment l'objet même. J'aurais 2 questions. La première, c'est au-delà du PNL, comment tu as réussi à valoriser ta société Carenity, et après également, comment tu as préparé pour ne pas céder, je veux dire, ta société sans trahir globalement le patient qui était au centre de ta boîte. Oui, effectivement, Carenity, comme je le disais en préambule, c'est une communauté de patients en ligne, avec des patients qui viennent toujours, puisque la société continue, viennent sur la plateforme pour partager leur vécu, leur expérience autour de leur parcours de soins, autour de leur prise de traitement, autour de leur vécu de la pathologie, puisqu'un malade chronique est un patient dont la pathologie et le traitement vont l'accompagner tout au long de sa vie. Donc, on a créé une société avec des valeurs, effectivement, on dit patient-centric, très orientée autour du service, de la valeur qu'on apporte aux patients chaque jour. Et puis, il y a aussi, quand on est CEO, fondateur, une logique de construction de la valeur économique dans l'entreprise. Et puisque le sujet, c'est l'exit, un exit, ça se prépare dès le premier jour. Et il y a des éléments que tout le monde connaît, que tout le monde apprend,
de la construction de valeur avec des métriques financiers. On va avoir le doigt sur la top line, le doigt sur son EBITDA. Et puis, il y a des actifs plus intangibles, notamment des choses qui ne vont pas être modélisées dans un Excel et qui vont pour autant avoir une véritable logique et valeur dans la construction de la valeur économique de l'entreprise. C'est la confiance des patients. Quand on crée une plateforme comme Kernity ou comme d'autres, où le patient est au centre de tout, le premier actif, c'est la confiance que vous donnent les patients en s'inscrivant sur la plateforme, en partageant de la donnée, des informations sensibles, confidentielles, des données de santé. Et donc cette confiance, elle s'acquiert au fil de l'eau par une éthique, par un professionnalisme, et puis par une perception de valeur, cette fois côté patient. Un deuxième actif intangible, c'est la crédibilité scientifique et la rigueur scientifique que l'on met tous les jours dans notre travail, puisque Kernity est une plateforme qui génère des études en vraie vie pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, il faut montrer patte blanche, il faut être aussi rigoureux qu'une CRO ou qu'un centre de recherche qui réalise et publie des études médicales. Et le troisième actif, un peu plus tangible celui-ci, c'est le nombre de logos que vous avez. C'est la qualité des clients que vous avez pu embarquer tout au long de l'aventure. Et c'est eux qui vont créer votre chiffre d'affaires, mais c'est aussi votre capacité à montrer, à modéliser comment vous, à partir d'un logo, d'un Big Pharma, vous allez pouvoir déployer plusieurs projets et un logo va devenir N clients au fil de l'eau. Je vais un peu rebondir là-dessus parce qu'on a pu rapidement débriefer avec Christian sur ton récent exit avec Glimmer. Tu m'as parlé de ne pas casser la boîte autour de toutes les personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très humain dans la start-up, c'est vraiment une aventure humaine. Comment tu as vécu cela en préparation du deal, je veux dire avant même que tu aies reçu les premières LOI? Comment tu as fondamentalement fait cela? Alors, pour ma part, je vais juste vous dire, moi j'ai pris le pas de ne pas en parler jusqu'au moment où j'avais vraiment une LOI signée à toute la boîte. Je pense que je l'ai regretté par la suite, mais la vérité, c'était que je ne voulais pas commencer à montrer un désengagement envers la société. Je voudrais savoir un petit peu, toi, de ton côté, Christian, comment tu l'as vécu? Ça, c'est vraiment le point crucial, je trouve. Parce que si on met les pieds dans le plat, enfin, je veux dire, pour attirer les meilleurs profils, il faut raconter une histoire, et se raconter une histoire qui est une boîte standalone. Tu peux pas. Enfin, moi, je trouve que c'est très délicat. Enfin, je sais qu'il y a des modèles qui le font, et MD Start a l'air de le faire très bien, donc manifestement, ça marche. Mais je trouve que monter une boîte en disant qu'on va l'exiter dans 5 ans, c'est pas très sexy, quoi. Donc, pour attirer des très beaux profils, et même pour se galvaniser, bon, bah, il faut écrire une histoire où la probabilité de rester standalone et de faire quelque chose d'éternel, elle n'est pas complètement nulle, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai mené Glimmer et que j'ai pu attirer des gens exceptionnels qui ont tout donné. Et donc, au moment où ça arrive, il faut être honnête, il y a un petit sentiment de trahison, quand même. En tout cas, moi qui a émergé, pour être très honnête. Et donc, j'ai dû dealer avec ça d'abord, en me disant, bon, bah, il faut que je sois analytique et froid, il faut que je pose tout sur la table. Là, j'avais la chance, moi, d'avoir été coaché par Sacha Loiseau, qui est dans la salle. Il faudrait qu'on l'applaudisse, il est juste... Bravo, Sacha, bravo. Et qui m'avait dit, mais prends la Bible de Horowitz, tout est dedans. Alors là, qu'est-ce qu'il dit dedans? Il te dit, bah, il faut vendre si tu n'as pas la certitude d'être le premier sur un très gros marché. Bon, bah, nous, on était peut-être les premiers, on était en passe d'être les premiers, mais sur un plutôt petit marché qui a un lien en radiologie. Parce que si tu vends des solutions d'IA à des radiologues, peu importe le ROI que tu démontres, à la fin, il te dit, bah, tu prends de ma marge. Moi, en plus, le payeur est en train d'appliquer une pression baissière sur les prix. Donc, tu vois vite le truc venir, ça va se commoditiser. Donc en fait, à la fin des fins, cet exit, c'était juste la meilleure chose qui pouvait arriver pour nous et pour les employés aussi, qui ont tous fait des proceeds avec leur stock options. Donc j'ai dû poser tout ça sur la table et me dire, allez, c'est la bonne chose à faire. Et en revanche, du coup, moi, peut-être à la différence de ce que tu as fait, j'en ai parlé à mon COMEX au début, avant de recevoir la LOI, en disant, bah, il y a cette opportunité. Et donc je les ai embarqués là-dedans. Donc il y avait 12 personnes au courant.
Et j'ai vu que les réactions étaient plutôt positives, alors aussi parce qu'ils avaient de l'upside, quoi. Il y avait des BSPCE, Bien sûr. des Ouais, ouais. Et ensuite, ça a été un peu mon obsession, moi, pendant le process, c'était de faire en sorte que les employés soient bien traités. J'avais pas trop d'enjeux sur le patient, parce que bon, nous on a été racheté par un groupe d'imagerie qui, pour le coup, a une vision industrielle à 10 ans, veut développer l'IA autonome en radiologie, enfin ils veulent faire des choses super. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est même une très bonne chose pour la pérennabilité, la sustainability de la boîte et de l'écosystème. C'est un écosystème qui est très dur. Donc ça, j'avais pas vraiment trop d'enjeux là-dessus. Non, mon enjeu, c'était les gens qui m'avaient fait confiance, qui étaient venus qui avaient rejoint un petit village gaulois en disant on va faire des merveilles ensemble. Tu leur dis bah non, maintenant on a vendu la boîte, c'est un peu complexe. Alors comment on le gère? Écoute, plutôt bien. Ensuite, la vérité, c'est que les gens qui doivent partir partiront. Ceux qui sont plus drivés par l'aventure et le côté start-up, on ne sait pas de quoi demain est fait, peu importe le package, ils partiront. Et ça, il faut juste l'accepter. Et ils t'en veulent pas, parce que de toute façon, ça, c'est rarement éternel, ces choses-là. Et en revanche, les gens qui peuvent faire des carrières, ben là, on s'est bien battu pour qu'ils aient des beaux packages. Et c'est plutôt comme ça qu'on a géré la transition. Donc moi j'ai eu 5 départs sur 140 personnes. Donc je suis plutôt content, ça se passe bien. Tu me disais qu'il y a une des personnes de vos équipes qui va rejoindre un nouveau poste chez le racheteur. Ouais. Alors pardon, j'étais un peu long avant. Là pour donner plus de détails. Non, mais c'est juste pour rebondir. Ouais. Donc Radnet, c'est le groupe d'imagerie qui nous a racheté. Là c'est un très gros truc. Ils sont 15 000. C'est le premier groupe d'imagerie aux États-Unis, probablement au monde, qui est coté en bourse. Et ils avaient, et depuis 10 ans, ils se sont lancés, comme nous et comme beaucoup de gens, sur l'IA en radiologie avec un bras armé digital qu'ils ont fait fonctionner historiquement par des acquisitions, mais de plus petites boîtes, donc des acquisitions à 40-50 millions. Je pense que ça n'a pas été un franc succès et qu'ils avaient probablement besoin de nous comme relais de croissance, puisque nous, on avait réussi à construire non seulement une plateforme, mais une Salesforce hyper efficace. On était déployés dans 3000 sites dans le monde, pas mal aux États-Unis, beaucoup en Europe, et pour eux, c'était un relais de croissance. Donc en fait, c'était un peu spécial, parce que leur bras armé digital, ils n'étaient que 400, nous, on était 140 au moment de l'exit, et le CEO de DeepHealth, qui était pressenti pour être le CEO monde de Philips, qui est vraiment un gros profil, et un gars super, a vraiment fait une annonce devant tous nos employés en disant « We are building a company together ». Donc tout le monde l'a dit « Ok, c'est du bullshit, ça n'arrivera jamais ». Et en réalité, mon ancien CFO et CEO est devenu DRH de tout leur groupe. Mon ancien Chief Business Officer a pris le lead de tout le commercial. Donc c'est assez rigolo, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas commun, quoi. C'est un rachat industriel avec une intégration où des gens de chez nous sont propulsés à des rôles de C-level chez eux. On verra, on en reparlera très probablement l'année prochaine, j'espère. Avant qu'on parle de l'après avec Odile, Mickaël, tu m'as dit une phrase justement pour le pendant, j'aimerais bien qu'on en rediscute. Tu m'avais dit la LOI c'est le contrat de mariage, le SPA c'est la LOI c'est le pacte, le pacte d'amour et le... Alors ouais, j'aime bien cette formule pour dire que en fait une négociation, enfin la vente, tu disais que c'est un sujet léger, non, c'est un sujet qui est très compliqué, qui est très lourd pour les fondateurs, pour les personnes qui font confiance aux cofondateurs pour mener à bien cette aventure, et c'est un peu vu par les actionnaires et par les fondateurs comme une première forme d'aboutissement. Donc oui, j'ai l'habitude de dire que la LOI, la lettre d'intention que vous fait l'acquéreur en tout début de process, c'est la déclaration d'amour. Vient ensuite la due deal et l'acquéreur revient quelques mois après avec le SPA, le Sale and Purchase Agreement, qui est le contrat de mariage. Et un contrat de mariage dans lequel vous prévoyez toutes les conditions de divorce. Et en parallèle, vous rencontrez la belle famille. Et bon, avec parfois des petites surprises. Et donc, c'est un moment qui est très intense, où il faut être bien accompagné par une banque d'affaires, par un cabinet d'avocats spécialisé, voire les deux, et tenir bon. Tenir bon dans la négo. La LOI, c'est quelque chose qui n'est pas le prix payé par l'acquéreur, c'est une première marque qui va souvent
être downgrade de 15 à 20%. Et donc, il faut savoir tenir bon. Il faut savoir tenir bon, être sûr de soi dans la négo. Pour prendre le cas personnel de Kernity, j'ai eu une LOI superbe avant l'été 2020. Ils ont fait leur due deal en plein été 2020. Tout le monde se souvient que l'été 2020, c'était le Covid, le confinement, donc en plus, un contexte particulier. Et ils reviennent en septembre avec un SPA qui n'a rien à voir. Et ben, il y a eu quelques sessions de négo un peu dures pour qu'au final, ils reviennent à la LOI, et, aux mêmes conditions que la LOI. Et un dernier mot, parce que le temps tourne, une offre de rachat, c'est pas uniquement un prix, c'est aussi des conditions. Hein, comme tu l'as très bien dit, c'est comment les collaborateurs vont être intégrés dans un groupe. Kernity, je l'ai vendu à un fonds de private equity européen qui fait du buy and build dans les softwares à destination des acteurs de santé, notamment CRO et pharma, donc acteurs de la recherche clinique. Et donc, il fallait voir comment Kernity allait s'imbriquer dans ce nouveau groupe qui s'appelle Evidentic. Donc voilà, tenir bon et savoir bien avoir en tête en début de process que LOI, SPA, il y a quand même pas mal de variations. Je rejoins complètement. On va s'attarder un petit peu avec toi, Odile, avant la fin. On va potentiellement prendre quelques minutes de retard, désolé. Odile, j'aimerais bien qu'on se penche là plutôt sur la valeur du... Enfin, nous, en tant que gérant, CEO d'une start-up, on arrive, on se transforme, on vend, et puis on arrive dans cette nouvelle structure qui n'est plus chez nous. Comment tu as géré, toi, de ton côté, ce passage de CEO à manager, ou je ne saurais pas comment le dire correctement, mais il y a quand même un bouleversement aussi dans notre perception de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai voulu parler de l'après, parce que d'abord, il me reste très peu de temps. Voilà, on a consacré très peu de temps dans cette table ronde à l'après, mais c'est aussi vrai dans le deal. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler en amont pour préparer la société, la rendre la plus belle possible. On va beaucoup travailler pendant la transaction avec de nombreux cabinets de conseil pour faire le plus beau deal possible. Et personne se prépare à l'après-vente, là tout de suite après. Parce qu'en tant que CEO, on ne s'en va pas dès le closing. L'acheteur va vouloir sécuriser la transition, et on va y passer entre 12 et 36 mois, ça va dépendre des earn-out. Voilà. Et c'est un changement fondamental pour tous. C'est un changement d'identité, c'est un changement d'organisation, et c'est un changement de pouvoir. Alors, en y réfléchissant, moi j'avais identifié 3 points, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler de tous, mais bon, le rôle du CEO dans l'après, la gouvernance et le pouvoir, et enfin les valeurs, l'intégration, qu'elle soit culturelle ou des équipes. Du côté du rôle de CEO, effectivement, on ne s'en va pas après le closing. Et on va passer d'une organisation qui est plutôt dynamique avec des décisions rapides à une organisation très structurée et très processée. C'est un changement fondamental pour le CEO. Les notes sont parties. Donc il va falloir s'y habituer. Du côté de la gouvernance et le pouvoir, on n'est plus maître chez soi, comme tu le dis. C'est terminé. Même si on garde le titre, on n'a plus le pouvoir. Et on va rentrer dans une organisation, et c'est important d'essayer d'en parler le plus tôt possible, y compris dans la vente, qui décide quoi, quels seront les process de décision et quelle autonomie je vais garder. Parce qu'effectivement, sur tout ce qui est structurant pour l'entreprise, la petite entreprise dans laquelle on est, n'est plus dans nos mains. Et donc, ça veut dire que ce soit les budgets, que ce soit les recrutements, que ce soit la politique prix, que ce soit la politique de développement produit, que ce soit l'accès au marché, enfin le développement business, on rentre dans les process du groupe et ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on avait l'habitude de consacrer précédemment. Concernant l'intégration, là aussi, c'est un changement d'identité au niveau de l'entreprise et c'est aussi une période humainement difficile pour les équipes parce que, alors que le PDG il se dit c'est super, j'ai sécurisé ma boîte pour l'avenir, là j'ai plus besoin d'aller faire des levées de fonds, tout le monde va être sauvé entre guillemets et tranquille et vont pouvoir se développer dans ce grand groupe. Mais eux, ils ne se posent pas seulement la question de dire mais qu'est-ce qui va changer pour moi ? Ils se posent la question de dire mais qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que j'aurai encore un rôle à jouer dans cette entreprise ? Donc là, le rôle du PDG, c'est effectivement de sécuriser, de communiquer énormément, de préserver les talents du mieux possible. On sait qu'il y en a qui ne resteront pas, mais c'est important de les préserver.
Et donc, c'est de leur donner de la visibilité le plus possible sur ce qui va se passer pour la suite. Merci beaucoup Odile, j'espère que Christian prendra un petit peu les notes d'Odile pour la suite. Et évidemment, les startups du portefeuille, n'oubliez pas de réfléchir à cela, même si ça paraît souvent non pas très concret, très lointain. Ces exits arrivent très souvent soudainement, de manière... voilà, on s'y attend pas forcément. Donc préparez-y, n'hésitez pas à y réfléchir en équipe pour pouvoir un petit peu structurer cela correctement. Je vous remercie.